à Florie Filleul de venir me rejoindre, à Lionel Fournier, et puis à David Lamette, que je vais vous présenter ensuite. Voilà, voilà. Le lien est totalement évident. Donc, avec notre première table. On va parler de ce référentiel qui ne pouvait, en tant que répertoire, être le fruit de la première réflexion, à la fois scientifique, universitaire, chercheur, donc adaptable et bien sûr humaine et personnalisée. Donc, le décours naturel est effectivement, à partir du NPM, de définir ce référentiel. Mais ce référentiel, quand on le regarde, et vous le regarderez, en ce sens, quelquefois, on se trouve un petit peu, je dirais, démunis, même si ces dames nous ont parfaitement démontré l'opérationnalité, mais en tant que surtout grand public. Je ne parle pas en tant que professionnel, je parle là en tant que grand public ou tout simplement représentant d'associations ou en tant qu'opérateurs locaux dans le cadre d'associations d'aide à domicile. Et on s'est dit qu'il faudra une nouvelle étape. Et donc, pour nous, il nous faut construire cette nouvelle étape qui va être celle de créer, c'est comme ça que je l'appelle, une interface. Aujourd'hui, le référentiel comporte effectivement une partie notice dite grand public, qui est accessible partout, par tous sur le site, mais peut-être pas avec des mots appropriés. Peut-être pas de la bonne façon, en aidant la personne à chercher le ou les INN. Aurélien ce matin nous parlait d'alliance, c'est-à-dire en fin de compte la combinaison d'INN. Est-on en capacité, effectivement, que même si on est professionnel de santé ou de la santé, est-ce qu'on est en capacité d'avoir ce bon discernement? Et aujourd'hui, peut-être que l'IA nous le permettrait. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité engager une première réflexion dans cette table ronde sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut nous apporter. Nous, avec ce projet grand public, parce qu'on souhaiterait dès l'automne travailler dessus avec une aide de façon à nous guider. Et puis, il y a aussi pour aider les chercheurs. Aujourd'hui, il y a des domaines qui sont peu mal couverts par des INN. Alors que peut-être il y a tout un champ à ouvrir, à découvrir, etc., au centre de la recherche. Et c'est peut-être là où on peut utiliser effectivement des traitements de données, etc. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, après mes propos introductifs, je vais vous laisser tout simplement nous dire votre vision des choses. Donc, Florie Filleul. Alors, je me demande d'avoir pas derrière, donc coordinatrice stratégique d'accélération innovation en prévention à l'Agence d'innovation en santé, l'AIS. C'est tout à fait. Allez, vous êtes notre vision, je dirais, côté État, voilà, donc quelle peut être essayer en tout cas la vision de l'agence, et effectivement globalement de l'État. Donc, à toutes et à tous, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, sur cette thématique, effectivement, IA et INM. Alors, je regarde très rapidement l'Agence de l'innovation en santé. Donc, c'est une agence qui a été créée en 2022 pour piloter la verticale santé du grand plan d'investissement France 2030. Et donc, pour justement piloter et coordonner tous les investissements sur la santé. On est rattaché au secrétariat général pour l'investissement et directement rattaché au Premier ministre, donc ce qui nous donne pour faire un positionnement interministériel et très intéressant pour justement arriver à aborder ces sujets un petit peu de façon holistique et globale, puisque l'intelligence artificielle est concerne aussi nombreuses verticales. Aujourd'hui, l'AIS consacre une grande partie de ses travaux et ses missions sur la santé numérique et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle. Donc on finance bien sûr l'infrastructure, on peut dire, donc avec
des EDS, des entreprises de santé. Donc aujourd'hui, on finance cette partie sur le plutôt hospitalier, parce qu'on a conscience qu'il y a besoin d'intelligence artificielle, c'est bien sûr la base, et pour permettre d'avoir la puissance suffisante en IA et pour trouver les algorithmes, il faut beaucoup de. Et aujourd'hui, effectivement, on se retrouve face parfois à des données qui sont très fragmentées, qui sont indigitales, qui sont en ville. Alors, il y a bien sûr le NDAE qui a cette volonté-là de rendre accessibles aussi les données de la sécurité sociale, pour permettre de faire de la recherche justement sur l'IA sur ces données-là. Donc, l'AIS finance beaucoup cet aspect-là d'interconnexion un petit peu des données et surtout de stockage, d'infrastructures, de bases de données permettra ensuite de pouvoir les exploiter et faire tourner les modèles IA. On est impliqué bien sûr dans les travaux justement de l'élaboration de la feuille de route en intelligence artificielle intentée qui a été annoncée par le ministre en février. Donc, on travaille, c'est une feuille de route qui va être ouverte à la consultation publique pour le mois de juin, mais là, on est en train de travailler sur le groupe justement en IA. On lance également des appels à projets pour aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de pouvoir évaluer l'évaluation des emails, il y a un gros besoin aujourd'hui d'évaluer ces outils en IA en contexte vie réelle. Et donc, ça, il y a un appel à projet qui a été sorti sur l'évaluation de l'impact des dispositifs médicaux numériques, qui dit DMN, sur justement l'impact sur les établissements de santé, donc là, voilà, c'est un petit aperçu de nous, ce qu'on met en place aujourd'hui pour justement favoriser cette dynamique autour de nos données et de l'intelligence. Merci, on y reviendra aussi peut-être par la notion aussi de risque qu'on peut avoir, et puis de protection des données, qui sont des sujets essentiels. Mais je voudrais me tourner vers Lionel en disant, et pour les organismes financeurs, complémentaires en santé en général, donc est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que l'IA pourra apporter quelque chose, ou est-ce que demain, on peut penser aussi qu'au-delà, on puisse être source d'économie, puisque l'État parle pour nous en ce sens? Ça fait beaucoup de questions. Là. Ah oui. Donc, je pense que je n'ai pas les réponses à tout. Donc, Lionel Sandé, directeur impact et santé durable avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle est une mutuelle qui couvre presque 5 millions de personnes protégées, et en particulier via des contrats d'entreprise. 85 000, 88 000 entreprises couvertes. Voilà. Donc, effectivement, l'IA fait partie des sujets que nous avons traités, que nous travaillons d'ailleurs dans le cadre du groupe que nous avons fondé avec Ville. Donc aujourd'hui, avant de savoir, et c'est probable que de toute façon, il y aura des applications concrètes, que ce soit possible des parcours de soins, pour améliorer les traitements, avoir un suivi, avoir des choses qui permettent aux adhérents de mieux prendre soin de leur santé et nous de mieux comprendre ce qui peut se passer et quels problèmes sont confrontés nos adhérents, d'autant plus qu'on sait que la dimension environnementale des conditions de vie ont un impact sur la santé. Donc je pense que les données nous donneront des éléments de compréhension et peut-être de mesure de notre action, parce que c'est toujours dans un domaine dans lequel, une fois qu'on agit, aller vérifier les résultats, c'est toujours compliqué. Donc on pense que l'IA, la data, en tout cas le traitement de la data, va être déterminant pour exercer notre métier demain. Encore faut-il ne pas se précipiter, y aller tête baissée et d'abord comprendre. Parce que un des enjeux, peut-être des limites qu'on a, c'est de comprendre ce que fait l'IA et de vérifier qu'elle ne confond pas tous les causes. Et une causalité et corrélation, par exemple, voilà, et qu'elle est en train de traiter les données correctement et d'en tirer les bonnes conclusions. Donc là, on est en train dans le cadre du groupe, et ça se traduit chez Harmonie Mutuelle par faire en sorte d'apprivoiser, c'est-à-dire
et on n'apprend jamais mieux qu'en pratiquant. Donc là, aujourd'hui, on a une quinzaine on va dire, de cas d'usage mais dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, on est en train de déployer l'usage et la formation autour de l'IA. C'est en comprenant comment tout ça fonctionne, on aura une capacité à imaginer et à aller choisir les bons services utiles pour nos adhérents en matière de santé. Voilà comment on aborde les choses. Et on se rend compte d'ailleurs, en commençant, qu'on fait bien de faire comme ça, parce que même en faisant appel à des prestataires externes qui sont reconnus, etc., quand on gratte un peu, quand on va un peu en profondeur, on se rend compte que la compréhension des modèles modèles de langage utilisés, etc., qui sont quelquefois des modèles génériques, la compréhension des prestataires derrière, quelquefois, on va dire, est à parfaire. On voit bien aussi que toutes les questions autour de la protection des données, des RGPD, des respects aussi des règles éthiques, morales et compagnie. Voilà, ça demande, si on veut être un utilisateur éclairé, avoir une bonne compréhension du sujet. Donc, j'allais dire, avant de nous projeter, même si on a des idées, peut-être un peu trop tôt pour en parler, sur quel usage on pourrait en faire vis-à-vis de nos 4,5 millions d'adhérents, on commence déjà par s'approprier le sujet, parce qu'on pense que le sujet sera là pour longtemps et qu'il faut le maîtriser. Voilà. Ce que je peux dire. Je mets en tant que directeur santé durable. Impact Impact et santé durable. Santé durable, est-ce que vous pensez au sein d'Harmonie Métiers qu'effectivement on puisse avoir un impact vraiment durable grâce à l'IA? C'est-à-dire, est-ce que c'est peut-être aujourd'hui une des voies qui peut nous aider? Alors, peut-être que par rapport aux données collectées. Alors, ça peut, et en même temps, je pense qu'il faut quand même être conscient du fait que ça ne va pas dans le sens de l'histoire de la décarbonation. Et on le sait aujourd'hui, hein, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. On est quand même sur une dérive en matière climatique qui est pour le moins inquiétante. Pour faire simple, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le pire scénario du GIEC en termes de dérèglement climatique, pour l'instant, on est sur la tendance. Donc, à la fin du siècle, en France, ce n'est pas 4 degrés, comme on propose de s'y adapter, ce sera plutôt 6. À 6, on peut avoir l'IA qu'on veut, je ne sais pas comment. Voilà, donc, et ça, c'est vrai qu'il y a, à elle seule, évidemment, c'est pas l'IA qui crée le dérèglement climatique. En attendant, c'est plutôt tendance à augmenter l'impact environnemental, et on le voit bien. Les grands acteurs de l'IA aujourd'hui aux États-Unis sont en train de racheter des centrales nucléaires, etc., pour s'approvisionner en énergie. Donc, on sait que ça consomme de l'énergie. L'énergie peut être carbonée, hein, et que alors qu'on doit réduire dans tous les secteurs d'activité, ces secteurs-là ont plutôt tendance à partir à là. Ceci dit, en attendant, voilà, il est là. Il y a des usages qui seront, de toute façon, à mon avis, moins pertinents que celui dans la santé. Et là, s'il y a un endroit où on se dit que ça peut être pertinent d'utiliser, c'est probablement en matière de santé. Oui, je pense que, voilà, je vais faire simple, rapide, parce que je ne veux pas mobiliser la parole. Moi, pour être très clair, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien, on en parlait tout à l'heure de notre système de santé qui est un peu, voilà, qui est à la fois très bon, et je crois que c'était bien que Grégory le dise, parce qu'on ne se rend pas suffisamment compte combien il est. On a de la chance de vivre en France dans le secteur de santé. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui est atteint d'un cancer du poumon, qui bénéficie à Gustave Roussy d'un traitement innovant, peut-être même d'ailleurs de bénéficier de développement avec l'IA. Et aujourd'hui, ce traitement-là, il me dit, mais les 3 salaires qui rentrent dans la maison ne suffiraient pas à payer ce traitement. Il en parlait avec une amie californienne qui disait, mais ce traitement que tu bénéficies, aux États-Unis, il est réservé aux ultra-riches. En France, il peut y avoir accès. Donc ça, c'est très précieux, il faut qu'on le garde. Donc, et pour le garder, de notre vision, c'est, alors, il y a différentes choses à faire, mais un des leviers, c'est de se dire de ne pas confondre le soin avec la santé. Le soin est important, mais tout ce qu'on peut faire en amont pour éviter les maladies vitales, donc ça veut dire la manière dont on vit, l'environnement dans lequel on vit est hyper important. Et là, pour comprendre les interactions, pour essayer de suivre, c'est très complexe. Donc l'analyse des données est très importante. Et pour aider, guider, peut-être permettre aux gens de voir s'ils sont dans la bonne direction, s'ils sont en train de se construire un vrai parcours de santé, je pense que la donnée sera fondamentale. Voilà, donc ne serait-ce que pour ça, ça sera fondamental. Et là, au moins, ça sera un usage intéressant. Je vais dire un article l'autre jour, il y a des gens qui l'utilisent pour organiser leurs vacances. Oui, c'est bien, on peut se débrouiller avec Google, ça ne marche pas mal non plus. Voilà, et c'est qu'il faut mettre d'impact.
Merci. David, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation, Michel. Moi, je suis kinésithérapeute ostéopathe en ville et pour beaucoup de personnes âgées, je fais beaucoup de neurologie. Et en fait, je suis venu à l'intelligence artificielle de manière assez fluide finalement dans notre réflexion au cabinet ou aux côtés du malade. Le constat était globalement qu'on manque de moyens. Manque de moyens, quand il est thérapeute, du coup, on presque beaucoup d'activités physiques adaptées, c'est vraiment le lien avec les interventions médicamenteuses. Et l'idée est de cadrer tout ça avec un suivi qui se traduit par un bilan et le recueil justement de données réelles. Et finalement, quand on regarde le manque de moyens qu'on a, on a une observance qui chute derrière à la maison. C'est-à-dire qu'on va avoir globalement des gens qui vont nous écouter, qui sont même très proactifs dans la santé. Et je crois qu'il n'y a même pas d'âge pour ça, parce qu'en gériatrie, par exemple, j'ai une moyenne d'âge de patients de 85-90 ans, des patients de plus de 100 ans qui sont tout à fait autonomes à la maison, qui sont demandeurs de solutions et on est incapable de leur donner. Parce qu'il y a des troubles cognitifs et dans ce cas, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ou alors parce qu'on n'a tout simplement pas de solution. Et effectivement, je crois que l'intelligence artificielle ou même les solutions digitales dans leur ensemble peuvent permettre d'apporter une réponse sur ce qu'on appelle en technologie la rétention, c'est-à-dire le taux de retour vers l'application pour suivre une application ou une fonctionnalité, un objectif, mais ce qu'on appelle en médecine évidemment l'observance du patient qui est la priorité, notamment chez les personnes âgées, puisque globalement, ce qui leur reste, et je repense à ce que disait le président de la Ligue tout à l'heure, pour les cancers, en fait, on a beaucoup de moyens, on sait beaucoup de choses, mais les mettre en pratique dans la nouvelle, c'est très compliqué. Ça, c'était le premier constat, c'était le moyen thérapeutique, offrir aux soignants des bons équipements pour pouvoir travailler. Et puis, évidemment, il y a tout le côté tâches répétitives aussi qui s'éloigne un peu des élèves, indirectement, nous fait perdre du temps pour le recueil des données réelles du patient, pour prendre son temps pour faire des vraies mesures objectives et pouvoir éventuellement, grâce à des assistants IA, bon, je beaucoup de côté l'écologie, mais évidemment j'y pense, à ce moment-là, recueillir les données de manière systématique, automatique, sans devoir taper à l'ordinateur et du coup gagner en qualité et paradoxalement retrouver une relation humaine avec son patient. Parce que nous, en tant que professionnels de santé, notre labeur, c'est le temps. On court, on fait de notre mieux, mais ce n'est pas toujours évident. C'est des cas qui sont à personnaliser à chaque fois et c'est là qui peut apporter une réponse. Et je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure sur les liens. Est-ce qu'on peut faire des liens entre les élèves? Autrefois, quand on crée une application, l'idée c'était de trouver une solution pour un besoin nous satisfait. L'IA, elle en résout 1000 à la fois. Un article scientifique publié, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 14% de l'article qui se font dans les mœurs 17 ans après. Et donc, effectivement, on se rend bien compte qu'en com, même si on fait notre mieux et qu'on essaie de se former de manière continue, l'IA lit plusieurs centaines d'articles en une seconde, ce qui nous permet, nous, de nous former, évidemment. Quand on a des questions, mais encore faut-il avoir quelque chose de fiable et de sécurisé, parce que si on prend le plus connu de ChatGPT, il y a quand même beaucoup d'erreurs et il y aura peut-être quelques critiques pour essayer de s'en détacher. Et puis, deuxièmement, et je crois que c'est là où il y a eu un tournant pour les usages en santé, ça a été l'IA générative, parce qu'effectivement, il y a l'IA qui existe depuis très longtemps, l'algorithme de recommandation qui existe depuis très très longtemps. L'IA générative, elle est vachement intéressante parce qu'elle permet d'apprendre, de pouvoir poser des questions sans devoir passer un coup de fil à son soignant qui ne répondra pas, qui rappellera 3 jours plus tard. Et donc, on a un gain de temps et un gain surtout d'adhésion du patient. Parce que si je comprends ce que j'ai, globalement, c'est déjà un gage vers mon observance, vers mon traitement. Voilà, c'est l'objet effectivement des travaux que j'essaye de faire avancer. Donc, l'activité physique d'un côté, la nutrition, la psychologie, l'ergothérapie, l'ergonomie, il y a beaucoup de choses et chaque chose est un énorme sujet. Et grâce à l'IA, c'est peut-être rendu possible en étant backé par la science d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aller lire directement des PDF, des techniques, donc des articles scientifiques, et donc essayer de faire le tri, de matcher les données réelles qu'on pourra éventuellement recueillir en clinique, au cabinet, et puis ensuite faire travailler la recherche dans l'esprit de cercle vertueux. Tu évoquais tout à l'heure aussi la notion de risque, ça nous appartient quand même de l'évoquer, parce que là,
On sait que le recours, ces banques de données, etc., ne peuvent créer ce qui est indéniable et faire une importance qui est primordiale. Mais il y a aussi les risques de subir, quoi. On subit des fonctionnalités plus qu'on y participe, quoi. C'est-à-dire que c'est le manque d'appropriation qu'il peut y avoir à la fois de la population, des décideurs, etc. Je pense que ça va se poser à un moment donné, la question va se poser au niveau du responsable de l'État, ou est-ce qu'on s'engage dans cette voie? L'assurance maladie aura demain sans doute les mêmes interrogations. Voilà, qu'est-ce que, au niveau du risque, est-ce qu'on peut aujourd'hui le cerner? Que vous pensez, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans l'étude des demandes qui vous sont présentées? Il y a différents risques, hein, individuels. Oui. Effectivement, un patient exposé peut-être à des modèles d'IA générative qui pourraient lui pousser une mauvaise information. Donc ça, c'est un risque individuel. Et donc là, il faut vraiment travailler sur la qualité de la data, sur la structuration, sur effectivement la transparence des algorithmes, sur le contrôle peut-être de ces algorithmes-là par des comités d'éthique, hein, comme on a le CDP pour la électronique, qui a aussi envisagé cette régulation-là. Ensuite, après, il y a un risque qui est plus sociétal, populationnel. Aujourd'hui, il y a quand même des points, on a en termes de risque, on peut aussi penser en risque de cybersécurité, se faire attaquer les données, on voit bien les établissements hospitaliers sont des cibles très pour les hackers. Donc, il y a tout ce travail-là. Donc, du côté France 2030, on investit beaucoup sur la cybersécurité, parce qu'il y a une verticale, donc qui n'est pas la verticale santé, mais qui est plus transversale et donc qui soutient les projets sur cette thématique-là. Mais voilà, moi je dirais que le risque, en effet, il est un petit peu à toutes les étapes. Il faut réfléchir aussi à ces infrastructures d'échange, de capitalisation de données. À un moment donné, on pensait que la centralisation de toutes les données, c'était le mieux, mais on s'aperçoit que si on est attaqué sur une infrastructure très globale, ça peut les failles. Donc aujourd'hui, on a d'autres modèles d'accessibilité de la donnée à la source. Mais ça demande de l'interopérabilité et effectivement, à chaque fois qu'on se connecte, on peut aussi assurer ce risque-là. Donc, le risque individuel, le risque un peu plus éthique et le risque de sécurité, c'est un risque sur lesquels je pense qu'on travaille. Ensuite, il y a aussi un risque peut-être de déployer, là la puissance publique se pose vraiment la question, de déployer des modèles d'IA qui n'auraient pas été validés ou évalués. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui se posent aussi, notamment la HAS, sur comment évaluer ces modèles. Nous, on travaille avec la DGOS et la CNAM également pour évaluer l'impact de tous ces dispositifs numériques qui génèrent de la data, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'évaluation et pas seulement sur des modèles avec des bases de données et des bases de données croisées, etc. Mais il faut aussi évaluer en vie réelle. C'est aussi ce qu'on conduit, notamment sur la estimation d'information. Je coordonne, on a un volet d'évaluation, de démonstration des innovations en prévention en vie réelle et donc des innovations qui impliquent en vie réelle. David, vous aviez quelques expériences de terrain, que vous pourriez expliquer. Simplement. Moi, je vous laisse réagir aussi. Oui, non, je pensais en fait, sur les INM, je crois qu'il y a quand même un point qui est important. C'est que, contrairement aux médicaments, dans les INM, il y a quand même une frontière virtuelle entre le bien-être et le soin. Et donc, finalement, ça ouvre quand même pas mal les dérives. Et je sais que la cause de la question, c'est en fait, finalement, dans les dispositifs numériques, médico-numériques, on est plus préparé par le cadre réglementaire et la technologie que dans le bien-être. Et donc, effectivement, si je prends par exemple
Les troubles musculo-squelettiques en cas d'usage, globalement, on ne se sent pas malade. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller chez son médecin tout de suite. On va dire, j'ai mal au dos, bon, je vais attendre 2-3 jours, je vais m'automédicamenter et puis on verra bien ce qui se passe. Seulement, il y a d'autres personnes qui vont aller sur des applications et qui vont dire aussi, tiens, j'ai mal au dos, finalement, il me demande si j'ai déjà eu une hernie. Oui, il se trouve que j'en ai déjà eu une, et puis ma mère, elle a eu ça avant, etc. Et donc, on risque là d'avoir de la discrimination, c'est-à-dire un mauvais diagnostic ou un mauvais assistant qui va vous induire en erreur. Et probablement, qui va encore plus vous emmener dans la douleur, dans l'inflammation, etc. Donc, effectivement, je crois que les dispositifs numériques, ce que j'ai vu en essayant de créer une start-up, c'est quand même une bonne voie pour aller rassurer le patient, pour dire il y a un cadre légal, il y a des règles, il y a derrière un traitement des données, un usage des données, une collecte des données, une traçabilité, quelque chose d'assez fiable. C'est votre. Et donc voilà, c'est important effectivement de faire la distinction entre à quel moment je suis malade et à quel moment je fais de la prévention ou du curatif, et est-ce que finalement tout ça c'est pas un peu absurde dans l'absolu. Est-ce que finalement se prendre en charge dès le départ en apprenant à être des outils fiables, ça permet justement d'être prêt quelque part le jour où il arrive quelque chose. Sur un cas d'usage, je crois que je peux essayer de vous donner de manière anonyme le cas d'une patiente. Une patiente, on m'a dit Nicole, elle a 76 ans, elle est parkinsonienne, elle a eu un cancer du sein il y a 4 ans, elle a eu une fracture du col du fémur il y a 2 ans, elle prend 10 médicaments par jour, elle a des problèmes de tension, des problèmes de vue, des problèmes d'audition évidemment, elle est en EHPAD, elle a un déambulateur et un fauteuil roulant, assez peu de place dans sa chambre, elle est très observante et très proactive dans sa santé, elle sait très bien si vous êtes en retard de 3 minutes ou pas. Donc, elle est très, très consciente de tout ça. Et elle me dit, qu'est-ce que je peux faire en dehors de ces séances de kiné pour pouvoir continuer d'avancer. Et David, j'ai mal aux épaules le matin, est-ce que c'est à cause de l'heure de prise de médicaments pourquoi ça arrive quelquefois et pourquoi non qu'est-ce que je peux faire? Alors, les réponses, on les a d'un point de vue physiologique et pathologique. On peut l'expliquer à la patiente, on peut lui dire voilà pourquoi vous avez mal, voilà ce que vous pouvez faire pour prévenir la douleur, voilà ce que vous ne pouvez pas faire ou ce qu'on ne peut pas réaliser ensemble. Mais globalement, ça s'arrête là. On montre les exercices, elle les retient, on montre seulement un ou deux, c'est pas très raisonnable, si on montre 6 ou 7, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, elle peut se servir d'une tablette, puisqu'elle écoute de musique sur YouTube, elle envoie des mails à ses petits-enfants. Donc elle est assez finalement adepte des nouvelles technologies de manière assez naturelle. On lui fait tester la solution. C'est les barrières à l'entrée. Il faut se connecter, il faut aller confirmer le mail d'inscription, il faut ensuite y aller, comprendre. Il y a des couleurs qu'on voit dans d'autres, etc. Donc il y a tout un enjeu d'inclusivité, je pense, dans les solutions digitales. Mais globalement, elle a envie de le faire. Elle regarde les vidéos d'exercices, elle fait ses exercices, et ensuite elle me dit, vous savez, ça m'a fait du bien. Voilà. Et donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que quel âge, je parle d'une personne de 76 ans, mais il y a d'autres personnes beaucoup plus âgées en fait, qui acceptent très bien ça, à condition qu'on les accompagne. Et je reprends la définition de la NPD sur les interventions médicamenteuses, avec le suivi d'un professionnel de santé qualifié. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux gens donnez voilà votre solution, et puis on se débarrasse un peu de tout, je sais qu'il y en a, je passe à autre chose. Bien au contraire, c'est de dire moi, là, ma valeur ajoutée, c'est de suivre, d'avoir un mail, d'avoir une vision sur vos données de santé, et on va regarder ensemble si ça progresse, et on ne peut pas les partager après pour faire de la recherche à plus grande échelle. Et je rebondis, je me disperse un petit peu, mais ce que ça veut dire réellement, si on prend un petit peu de hauteur, c'est que on va prendre Françoise 4 fois par semaine en kinésithérapie parce qu'elle est nerveuse pour longue durée, que sa maladie elle n'arrête pas d'évoluer, qu'elle est pas kinée. Ça veut dire que si on avait des outils fiables qui permettraient d'améliorer le cerveau des patients, on pourrait peut-être envisager de passer à 3 séances par semaine, et donc stimuler le remboursement pour l'État et pour les mutuelles évidemment, et donc participer avec un effet boule de neige, je pense, au moins à long terme, un impact économique.
Oui, justement, je posais la question de façon un peu trop prématurée. La même comme ça, on revoit à un moment donné cette notion de dire, ben, effectivement, on améliore le discernement collectif ou individuel, même par l'IA, et est-ce qu'on peut effectivement sortir les courses économiques par des meilleurs choix, des meilleures appréhensions des parcours, etc. Donc, Oui, ben, oui, de toute façon, on est persuadé que voilà, la technologie fait partie des leviers importants qui vont nous aider à mieux faire notre métier d'assurance santé et prévoyance. Et quand je dis mieux faire notre métier, c'est faire en sorte que les ressources que nous confient nos adhérents soient le mieux utilisées possible pour avoir le meilleur état de santé possible. Et puis, la meilleure préservation, parce que je pense qu'il ne faut pas raisonner que sur l'état de santé des adhérents, mais comment tout ça s'inscrit dans la préservation, au contraire, dans l'atteinte au système de santé. Là, je pense qu'il faut qu'on ait cette double lecture-là et qui peut être assez compatible. Donc oui, la technologie dont l'IA est importante. D'ailleurs, on travaille sur le sujet depuis longtemps. On a un fonds d'investissement de patients autonomes sur le domaine de la technosanté, e-santé, avec BPI France. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il est absolument important d'agir avec discernement, de choisir les bons dispositifs. Et donc, pour ça, pour les choisir, il faut connaître. Donc, cette acculturation à tous les étages de l'entreprise, chez nous, elle est importante. Après, on voit bien, ça peut aider au diagnostic. On parle beaucoup de retard que peut avoir la France dans un certain nombre de domaines en termes de diagnostic. L'IA peut aider. Nous, ça peut nous aider en tant qu'assureur, parce qu'on travaille aussi avec la mutualité française pour avoir des données qui viennent de plus anonymisées, évidemment, qui viennent de plusieurs mutuelles, qui viennent de l'AMO, qui viennent de données sociodémographiques, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans certaines régions, comment nos garanties sont utiles ou pas, pertinentes ou pas. Donc on voit bien que ça peut nous aider à mieux comprendre les besoins de nos adhérents et adapter nos services et nos garanties. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, on pense que c'est aussi un puissant outil pour compléter les données des professionnels de santé. Enfin, la science avance tous les jours et il n'y a pas de cerveau qui peut passer son temps à la fois à pratiquer et en même temps à suivre tout ça. Encore faut-il, ça a été dit tout à l'heure, qu'on soit fiable. C'est important. Ça peut aider aussi à l'aide à la surveillance, par exemple chez VIV 3, qui fait partie du groupe VIV et qui a des établissements qui accueillent des personnes âgées. Là, il y a des dispositifs de surveillance et qui permettent de détecter s'il y a un bruit et signal d'alerte. Et ça permet aux gens qui s'en occupent d'avoir un peu plus de temps à consacrer et de venir vraiment au moment où, d'être présent et sans avoir la charge mentale, en sachant que choses vont intervenir au bon moment. On sait aussi, ça permet, par un certain nombre de capteurs, etc., de suivre des parcours, de mieux analyser ce qui se passe, et puis faciliter l'orientation, là aussi, par des questionnaires, vous l'avez évoqué. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire avec la technologie de manière générale et avec l'IA de manière spécifique. Encore faut-il, je pense, avoir la sagesse, compte tenu des ambitions des services que nous peut rendre, un peu comme le fait la NPIF, d'avancer pas à pas, et de faire en sorte d'utiliser quand les choses sont prêtes à utiliser. Et c'est pour ça aussi qu'on va probablement, on y réfléchit au sein d'Harmony Talk, créer un comité d'éthique sur l'utilisation de l'IA. Et on va demander aux développeurs qu'ils soient capables d'expliquer ce qu'est la fonction de l'algorithme. Voilà. Merci, on va passer à quelques questions, salle, si c'est possible. Je ne sais pas si tu as un chat ouvert, Grégory. Merci de ces remarques, merci de ces réflexions. Moi, à la NPS, une réflexion sur l'IA et aussi ce qu'elle va apprendre et ce qu'on lui donne à apprendre. Vous avez beaucoup évoqué la partie recherche, en fait, où elle va identifier des choses sorties de la littérature scientifique, de la pratique. La question, c'est que pour un médicament, pour une chirurgie, l'IA va chercher directement le nom, il est qualifié, il est propre et il est toujours interprété comme le médicament avec la molécule, etc. Le problème, c'est que l'intervention de médicamenteuse étant une pratique immatérielle de soins, l'objectif que nous avions, c'est de faire de l'expertise humaine de la littérature, parce que quand on voit, on va parler de clinique thérapie, mais en disant, enfin, modèle physiopathologique et des exercices, et que finalement chacun école comme il souhaite, le contenu du programme n'est pas nécessairement le même. Donc le fait d'avoir une expertise collective va permettre quelque part de donner un code unique passable par les IA.
Donc, comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire d'arriver à tracer non pas des actes de kiné, des actes de psy, des actes d'ergothérapeute, mais bien des protocoles qui sont qualifiés et qu'on va effectivement permettre de potentialiser, d'harmoniser, comme vous le dites, de façon intelligente. Et comment, effectivement, parce qu'on a dans la salle la CNSA, on a dans la salle l'assurance maladie, on a des complémentaires santé, ils vont traiter effectivement par rapport à le remboursement à l'aveugle, mais protocole, et non pas simplement d'actes isolés sur lesquels on voit à quel point, et on voit bien, l'IA amont, mais il faut aussi une IA aval. On les nourrit. Moi, je peux répondre pour la partie activité physique adaptée, sans parler de kinésithérapie, parce que le moyen thérapeutique, c'est vraiment l'activité physique définie. En fait, je crois que si on n'individualise pas trop dans la manière de collecter le résultat, enfin de transmettre le résultat, on repart plutôt des composantes de la condition physique. On sait que le renforcement de technique musculaire, ou effectivement la théorie musculaire, la cardio, l'équilibre, etc., vont pouvoir, et là il y a un petit peu de littérature quand même, répondre à des indications médicales, prenons la douleur par exemple, ou la maladie de Parkinson justement. Donc ce serait effectivement commencer par non pas aller chercher le détail dès le départ, mais plutôt les composantes de la condition physique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'IA, c'est très large, l'IA. Il y a ce qu'on appelle aussi des outils comme la computer vision, qui permettent d'être filmés et donc de pouvoir analyser objectivement la vitesse de marche, la longueur des pas, ce que la personne prend, la température, comment elle respire avec des devices, des petits appareils qu'on peut mettre sur le corps des patients. Et donc finalement, à la fin, on va avoir comme une prise de corps, finalement comme une prise de sang, mais pour les conditions physiques. On va avoir des données réelles qui vont pouvoir être utilisées et incorporées dans l'IA pour pouvoir éventuellement les analyser. Je ne suis pas un expert de l'IA, mais c'est un peu comme ça que Dans le cancer, c'est plus le cas. On est en train de prouver que c'est une activité physique. Et ce sont des programmes d'activité physique élargie spécifiques à des cancers particuliers. Et justement, on a des flux à ce niveau-là. Et donc, les interventions non médicamenteuses sont des pratiques qui sont bien plus ciblées et sur lesquelles on sait qu'on a des effets significatifs pour plus de la survie, mais à des doses particulières, à des conditions particulières. Et donc, on n'est plus sur l'activité physique. C'est justement l'enjeu de dire que la recommandation d'environnement de grammes supplémentaires à des choses qui vont être aujourd'hui de la médecine personnalisée, parce qu'il y a des cancers spécifiques qui sont plus répondeurs que d'autres types de pathologies. On est en train de rentrer dans cette. Et donc, les IA vont nous aider à sélectionner les bonnes ainettes pour les bonnes personnes. Alain, tu regardes s'il n'y a pas de question. Tu as une question particulière. Madame. Justement, pour rebondir par rapport à Diego Lino, je suis comme Simone administrative. Donc, il y a effectivement la dose recommandée pour avoir tel et tel effet, ça c'est le protocole de recherche, et après, il y a la vie réelle. Et je dirais que si on demande à un patient qui a une activité vraiment très réduite d'arriver à ce protocole et qui sera sûr de même pour lui, c'est sûr qu'il va y avoir un résultat. Mais si ce patient il fait un peu de dose et que ce ne soit pas la dose recommandée, qu'il n'y aura pas forcément l'action derrière et le résultat par rapport à l'objectif scientifique. Mais pour lui, ce sera un plus. Parce qu'on est dans la prévention aussi. C'est-à-dire que si on fait un peu d'activité physique alors qu'on n'en faisait pas du tout, il va y avoir un bénéfice. C'est juste la vision de la réduction de risque. Et effectivement, quand on fait un protocole, ne serait-ce que dans le médicament, on va rejoindre le médicament. Je suis aussi sur l'évaluation à la CT. Et le médicament, il a un protocole, il est suivi, il a des résultats statistiques et on va le valider sur une dose recommandée. Et puis, cette dose recommandée, il va y avoir de la tolérance à côté avec des patients qui vont supporter et d'autres pas du tout. Qu'est-ce que va faire le prescripteur? Il va diminuer la dose. Et parfois, en diminuant la dose, on se rend compte que finalement, ça agit autant que si la dose maximale portée dans l'essai est validée et prescrite. Donc là aussi, il y a un enjeu d'adapter à l'individu. Mais pour le collectif, en effet, il faut des preuves robustes pour financer par le financeur sur la collectivité. Je peux rebondir, effectivement. Là, il y a deux enjeux. Il y a déjà la collecte de la donnée individuelle en vie réelle qui peut permettre d'alimenter des modèles d'INN apprenants.
avec justement, mais ce dont on a besoin aussi à la base, c'est une stratification aussi de la population. Arriver à bien identifier quelles conditions, pour quel patient, c'est vraiment le bon traitement, la bonne intervention, le bon patient, le bon usager au bon moment. Donc on est dans et ensuite il y a l'étape d'après, c'est-à-dire comment on fait pour, in fine, évaluer des interventions de l'observation de façon plus globale, avec effectivement, dans les bases de données, aujourd'hui, on n'a pas de code, on n'a pas de code pour identifier, à un moment donné, le professionnel de santé va avoir une intervention en prévention sur ces patients, et on ne peut pas le tracer. Donc, il y a tout ce travail à faire de cartographier, mais le DNM et la prévention, mais ensuite il faut que ce soit une sorte de boucle rétroactive où je fais évoluer aussi mes interventions grâce à la technologie sur la stratification de la population. Merci. On a d'autres questions, monsieur? C'est bon? Merci. Oui. Je pense qu'on parle un peu autour de la définition. D'ailleurs, parce que souvent, pour aller un petit peu plus vite, quand on parle de protocole de soins, de prévention ou autre. Dans la définition, il y a aussi la partie personnalisée. Et en fait, c'est ce qu'on dit. Si on donne une intensité qui n'est pas du tout adaptée à la personne, on ne parle que d'intensité, mais qui pourrait être caractéristique, et bien finalement, on perd cette partie personnalisée qui fait qu'on sort au moins en partie de la définition qui a été actée des interventions telles qu'on en parle de tout à l'heure. Donc cette partie-là, normalement, elle peut aussi partie intégrante du développement et du suivi des interventions médicales. Tout à fait. Simplement, mais effectivement, l'intensité ou l'usage qu'on va donner aux personnes, vraiment n'est pas la même l'intensité qu'on va donner à l'enfant. Les protocoles, je comprends bien. Le cadre est différent. Et justement, cette médecine personnalisée, elle est obligée à s'adapter à l'environnement. On peut aller très loin dans l'environnement de la personne qui va utiliser les INM pour telle ou telle médication médicale, mais c'est vraiment à la fin ce qui va revenir finalement, c'est cette notion de progression vers de l'intensité, de la difficulté, de la fatigue, pour pouvoir amener éventuellement un progrès aux patients. Je pense qu'en termes de médecine, on a pas mal de clés et finalement l'IA est juste un prolongement de nos capacités humaines en quantité et possibilité pour faire des liens entre les choses. Finalement, dans la réflexion de ce qu'on fait au quotidien à une échelle, je pense. Merci. Mais j'espère que vous pourrez aussi nous aider dans notre phase suivante. Et On a une question à distance, à savoir s'il y aurait une branche ou une partie dédiée du référentiel justement à l'accompagnement humain des dispositifs digitaux et médicaux. Oui, on y pense. C'est une très bonne question. C'est pas pour dire une phrase tout à fait habituelle, mais de dire que ces extensions-là, on est en réflexion, la fois on est avec le sujet qu'on a abordé.